Il n'y a rien de prémédité, je ne me suis pas levé un matin en disant je ferai ci, ça, comme ça. Il y a strictement, je ne sais même pas comment on fait un business plan. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Je suis de retour et l'invité est de marque, il s'agit de François Samuelsson. Il est le premier agent littéraire français et représente, entre autres, Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Pierre Assouline. Il est également implanté dans le cinéma où il représente des artistes comme Juliette Binoche, Michael Haneke, je ne vous les fais pas tous, la liste est longue, vous avez compris l'idée. On revient sur son parcours, sur comment on se crée un métier passion, sur le métier d'agent et sur ce qu'il a appris, notamment sur la part du hasard dans les chemins de vie. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, le podcast repart sur les chapeaux de roue et vous allez vous délecter chaque lundi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages concernant l'épisode précédent. Je vais bien, ne vous en faites pas. Et surtout, bonne écoute. Donc merci beaucoup de venir sur le podcast. Je suis avec François Samuelsson. Enchanté, François. Bonjour, Antoine. Donc François, je vais rappeler rapidement ce que tu fais. Tu es agent artistique. Et ta particularité, donc agent artistique, c'est-à-dire que tu représentes des gens dans le cinéma, par exemple des acteurs, des réalisateurs, mais aussi, et ta particularité, c'est que tu es le premier agent littéraire en France, en tout cas un des premiers à avoir importé cette profession des États-Unis. Et tu représentes des auteurs comme Michel Houellebecq, Virginie Despentes, et tout un tas d'auteurs très connus. Gilles Geoffrey, Emmanuel Carrère, et beaucoup de Pierre Assouline, et beaucoup d'autres. Et donc tu as monté l'agence Interflora dans laquelle on est dans les bureaux. Intertalent. Pour qui envoie des fleurs à ses clients. Il faut pas croire. Ça commence bien, cette interview commence bien. Intertalent, en effet, en 95. Et en fait, la première question que je voulais te poser, c'est... Moi, je t'ai découvert, je vais te dire, en faisant des recherches sur Virginie Despentes, dont je suis très fan. Et je cherchais, et puis je tombe sur je vois François Samuelsson, je me dis, tiens, qui c'est ? Et je tape, et puis je vois qu'en fait, t'es l'agent de tout le monde, tu es là depuis très longtemps, t'as un palmarès, en fait, rempli, si on prend la Palme d'Or de Michael Haneke, ou un Oscar avec Juliette Binoche, et le prix Goncourt avec Michel Houellebecq en 2010. Et pourtant, je te découvre qu'en faisant des recherches assez poussées. Comment ça se fait qu'on n'entende pas plus parler des agents littéraires ou artistiques en France ? Oh là, c'est un vaste sujet. Donc, tu disais tout à l'heure, je suis agent artistique. Je crois que je suis d'abord agent littéraire et artistique. Je suis les deux à la fois. Je vais te faire un tout petit point biographique pour pouvoir expliquer les choses. Dans des temps anciens, c'est-à-dire à la fin de mes études à l'université de Vincennes, j'avais eu j'ai eu pour projet et j'ai réalisé un bouquin sur le plus bel enfant de mai 68, à savoir Libé. Ce qui m'avait donné une petite renommée à l'époque, et même si le livre a été réédité depuis. Et j'ai fait quelques interviews à l'étranger, dont Marguerite Yourcenar à la veille de son séjour, de son premier retour en France après 17 ans d'absence, et à la veille de son entrée à l'Académie française. Et j'avais un autre, donc je l'ai fait, ça a été publié par le Figaro à l'époque, et je voulais en faire un autre avec Truman Capote. Et à cette occasion, j'ai découvert qu'il y avait un gars avec qui je causais, qui était avocat, et je lui demande un jour, mais vous faites quoi vous pour Truman Capote ? Et il me dit, je suis son agent littéraire. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il existait aux États-Unis une profession d'agent littéraire. C'est-à-dire, en gros, c'est le fil à couper le beurre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est le manager d'un écrivain qui s'occupe de ses intérêts. Chose totalement ignorée, inconnue, et ne figurant pas au bataillon en France, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc, à l'époque, la doxa était que la littérature française n'existait plus. Alors, c'est vrai qu'elle avait subi des gros coups de boutoir avec le nouveau roman, c'est-à-dire disparition du sujet au profit de l'objet, que ce soit dans les livres de Nathalie Sarraute ou même les premiers Pérec, etc. Enfin, et beaucoup d'autres, mais on va pas faire un débat sur le nouveau roman. Et donc, du coup, la littérature française était de plus en plus cantonnée à l'université américaine. Elle était un objet d'étude plus que de plaisir, disons. Et moi, mon simple discours était de dire,
Il existe des écrivains français qui sont débutants. Par exemple, à l'époque, Philippe Djian, Emmanuel Carrère, que je représente toujours d'ailleurs. Et je disais, mais pour pouvoir être traduit en langue anglaise aux États-Unis, il faut adopter le même système commercial que les Américains, c'est-à-dire ouvrir une agence littéraire qui représente nos écrivains et arrêter de s'esclaffer d'horreur lorsque l'on dit que la littérature pourrait être un commerce, car c'en est un. Une maison d'édition est une entreprise commerciale qui doit dégager du profit pour ne pas couler. Aujourd'hui, ça semble évident, mais en ces temps de soviétisme galopant, c'était moins évident. Bref, je te la fais courte. J'ai ouvert une agence à New York, dont on prédisait qu'elle disparaîtrait au bout de 6 mois. Je crois que 30 et quelques années plus tard, elle existe toujours. Et l'idée, donc, mon activité, a été de vendre un certain nombre d'écrivains français à des éditeurs américain pour que les livres soient traduits en langue anglaise, parce que c'est toujours un enjeu très important, pour une raison simple, c'est qu'il est extrêmement difficile de s'imposer en Amérique. Et ça, c'est valable, je crois, dans beaucoup de domaines. Et du coup, ce travail de pionnier, donc, perdure aux États-Unis et m'a permis donc d'apprendre un métier, par les hasards de la vie. Et quand je suis rentré en France, j'ai voulu tout simplement continuer le seul métier que je savais faire, à savoir agent littéraire. C'est ainsi que je suis devenu, non pas l'inventeur, parce que ce serait bien exagéré, mais au moins l'importateur en chef d'un métier ignoré, honni et combattu par les éditeurs français. Pourquoi honni ? Parce que les éditeurs préfèrent avoir des artistes tout cuit dans la casserole, voire avoir un droit de cuissage commercial sur eux, plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'occupe réellement de leurs intérêts. Je crois que c'est un peu c'est un peu évident, disons. Mais alors pourquoi est-ce qu'aux États-Unis il n'y a pas la même chose, les éditeurs qui cherchent à... Alors parce que les États-Unis ne se sont pas construites de la même manière que la France. Les États-Unis est un pays très jeune, qui est né il y a 3 siècles et demi, et en réalité, le commerce là-bas n'est pas une chose honteuse. Alors qu'ici, il est exercé réellement, mais de manière honteuse. Le rapport à l'argent en Amérique est une chose, le rapport à l'argent en France en est une autre. Je ne dis pas que les choses ne changent pas, mais du moins, il y a une 30aine d'années, je peux te dire que c'était évidemment extrêmement hypocrite. Parce que c'était mal vu de faire de l'argent dans le milieu de l'édition, c'est ça ? Oui, parce que la seule personne qui devait faire l'argent, manifestement, c'était l'éditeur, mais lui-même ne parlait jamais d'argent, puisque bien évidemment, il vivait de l'air du temps, d'amour et d'eau fraîche, enfin, ce qui fait doucement rigoler. Donc, bien évidemment, quand tu arrives et que tu mets un coup de pied dans la porte du saloon, que tu rentres et que tu tires 2 coups de revolver dans le plafond, ça réveille les gens et tout d'un coup, ils étaient particulièrement hostiles à la chose. Donc, pourquoi ? C'est parce qu'en France, l'édition est une tradition ancienne. Là aussi, on va pas rentrer dans tous les détails, mais si tu veux, c'était les libraires imprimaient des livres, ils les revendaient dans des librairies, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'éditeurs s'appellent librairie quelque chose. C'est donc né à la fin du 18e, début du 19e, et ça s'est développé à grande échelle relative, de l'époque, à la fin du 19e, et les grandes maisons d'édition ont donc continué à vivre sous ce régime-là jusqu'à ce que ton interlocuteur rentre dans le saloon début des années 80. Mmh. Et donc l'idée était relativement simple, je le répète, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, je l'ai juste utilisé, à savoir tous les artistes sont représentés par des managers pour pouvoir obtenir ce à quoi ils sont en droit de prétendre, et à tort ou à raison. Et comme dans toute discussion commerciale, si votre interlocuteur ne veut pas accepter quoi que ce soit, il le refuse, point final. Voilà. Donc du coup, le vide qui existait m'a permis, il faut au moins reconnaître une chose, de représenter les auteurs économiquement les plus importants. Mais dans les économiquement importants, il y a ceux pour lesquels on considère qu'ils ont de grande qualité littéraire et les autres. Et moi, je me suis spécialisé dans ceux qui sont, je dirais, ou je pense, qui ont un vrai talent littéraire. C'est un choix esthétique. Tu as choisi les auteurs qui te plaisaient, c'est ça ? Oui, si tu veux, je pense que les maisons d'édition ont tout un profil
qui n'est pas le même. Les éditions XO de Bernard Fixot, ce n'est pas le même profil que les éditions POL. Donc, je veux dire, à partir de là, le jour où il y aura beaucoup d'agences littéraires en France, on se rendra compte que l'agence littéraire Intertalent, elle n'a pas le même profil que l'agence X ou Y. J'en tire aucune vanité, c'est comme ça. C'est chacun fait des choix par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il, par rapport à son parcours, voilà, c'est tout. Mais donc en fait, t'as fait ça parce qu'il y avait de la place, et t'as vu qu'il y avait de la place, c'est ça? Parce que t'avais fait tes armes aux États-Unis. Mais j'ai fait mes armes aux États-Unis par les hasards de la vie. Il y avait pas de feuille de route inscrite, préparée. C'est les hasards de la vie. Dans un monde où je dirais la part du hasard et de l'aventure était, disons, plus facile que maintenant. Je le crains. Et quand t'es arrivé et que t'as, comme tu dis, mis un coup de pied dans la porte du saloon, comment est-ce que ça a été vécu par les gens qui étaient dans le saloon? Eh bien, pour être un lecteur des grands auteurs militaires, je suis courageux mais pas suicidaire, donc j'ai adopté le système de la tortue romaine et je suis rentré dans une agence artistique qui s'appelle Armedia, qui représentait qui était à l'époque la plus grande agence d'Europe continentale et qui représentait tous les grands noms du cinéma. Et je suis rentré en un claquement de doigts pour m'occuper du département littéraire exclusivement. Mais de fil en aiguille, je me suis mis à représenter des scénaristes et des metteurs en scène par une sorte de capillarité évidente, puisque ce sont les auteurs du cinéma, si je puis dire. Et c'est ainsi que j'ai appris un autre métier, grâce aux éditeurs, et je les en remercie du fond du cœur. Mais quand t'es arrivé à ce moment-là, tu avais déjà envie de te lancer en solo ensuite, ou tu t'es dit, tu savais pas très bien et tu voulais juste faire ce métier en France? Non, c'est pas que je voulais, c'est que je n'avais pas d'alternative. C'est-à-dire que moi j'ai fait des études à la faculté de Vincennes, des études d'histoire géo. Donc si j'étais pas prof d'histoire géo, mais enfin il y avait autant de chances que je sois professeur d'histoire géo que spécialiste du Vanuatu. Donc je n'avais pour ambition que de continuer à faire le métier que j'avais appris à faire pendant les 7 années passées à New York. C'est tout. Après s'installer seul et travailler dans sa cuisine, je te répète, j'ai le goût je suis courageux mais pas suicidaire. Donc à partir de là, en plus quand tu dois représenter des artistes, la notion de courage n'étant pas celle qui est la plus répandue, il vaut mieux que le gars qui les représente soit solide. On lui demande aussi d'être capable de donner des coups et d'en prendre. C'est un truc que tu avais depuis jeune, ça? Disons que j'étais dans l'équipe de rugby de la fac de Vincennes. D'accord. Et qu'est-ce qui t'avait fait partir à New York, en fait, dans un premier lieu? Je pense que les meilleurs parcours sont ceux que l'on fait par passion. Et donc, la littérature m'a toujours passionné. Et parce que j'ai une partie de ma famille qui est américaine, les hasards de l'histoire, les hasards des expatriations, des expulsions, etc., font que j'ai découvert les États-Unis, enfin New York plus exactement, très jeune, et que je m'étonnais à un certain moment de ne pas trouver dans les librairies indépendantes de New York des auteurs contemporains français traduits et disponibles pour le public américain. Et si tu veux, ça a été la conjonction de plusieurs facteurs: livres, Amérique, goût de l'aventure, volonté de monter une entreprise à l'arrache, qui ont fait que tout ça s'est concrétisé dans un New York qui n'était pas gentrifié, pour reprendre cette expression anglo-saxonne, à savoir que on pouvait encore à l'époque s'établir comme je l'avais fait à Union Square, trouver des bureaux où on payait $10 du pied carré ou du square foot, alors que Uptown c'était à $80, donc je pouvais pas. Là, je crois qu'aujourd'hui Union Square, ce sont des prix inabordables. Donc New York était encore une ville où il y avait beaucoup de trous, si j'ose dire, et pouvait permettre à des loulous comme moi de tenter l'aventure. Il y avait rien qui te retenait en France à ce moment-là?
Non, quand je me suis installé, c'était le début quand je suis parti, c'était les 81. Ce que j'ai loupé, c'est l'avènement de la gauche au pouvoir à l'époque, parce que ça, c'était une aventure passionnante. Tout du moins le premier septennat de Mitterrand. Après, c'est une autre histoire. Et puis donc, il y avait, je dirais, un foisonnement journalistique, puisque Libé, les plus grandes années, du journal Libération sont les années 80, quoi. Celle avec un Serge July, rédacteur en chef, la grande époque du journal. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et alors, comment est-ce qu'on explique, du coup, pour en revenir à la première question, que avec tout ce parcours et tous ces auteurs, enfin, le fait que tu aies importé cette profession il y a assez longtemps, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler encore des agents artistiques et littéraires, et peut-être qu'on n'a pas plus, je suis entièrement d'accord avec toi. Les agents artistiques, on en entend parler. Les agents littéraires, depuis qu'il y a la série 10% qui est passée avec le succès qu'on sait sur France 2. C'est vrai qu'il y a eu ça. Oui, non, là, je crois que le grand public a découvert au contraire cette profession grâce à cette série qui est d'ailleurs assez amusante. Pour la profession d'agent littéraire, je dirais, elle est moins glamoureuse que on représente des acteurs ou des actrices, parce qu'ils ont une visibilité plus importante. Mais je crois, au fond du fond, c'est parce que notre métier, c'est d'être des gens de l'ombre. On n'est pas là pour se substituer aux talents pour lesquels on travaille, que ce soit des metteurs en scène, des écrivains ou des scénaristes, et que je crois que d'abord et avant tout, il faut avoir le goût au métier que eux pratiquent et être là, je dirais, à leur service et pas se servir. Comment ça se passe alors quand tu repères des gens qui t'intéressent et ensuite tu vas les démarcher, c'est ça? Non, c'est moins comme ça aujourd'hui, puisque l'agence est établie, elle n'est plus débutante, si j'ose dire. Mais c'est les hasards de la vie. Il y a quelques années, il y a, je crois, 3 ans, si je ne dis pas d'ânerie, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Olivier Guèze. En l'écoutant, en parlant avec lui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai lu son premier roman que j'avais trouvé absolument épatant, dans une espèce de veine à la Philippe Roth, mais européenne et Mittel Europa. Et Olivier Guèze a gagné le prix Renaudot il y a quelques jours avec la disparition de Joseph Mengele. Et il est mis sur orbite. Il faut aussi dire que c'est donc pas moi qui fait son talent, c'est son talent à lui. Mon boulot à moi, c'est de lui obtenir les meilleures conditions, et les opportunités, tout ce qui est favorable à sa carrière. En fait, ton travail, c'est de faire en sorte qu'il puisse se concentrer uniquement sur son talent, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Pierre Assouline qui est mon premier client, d'ailleurs, en France. Pierre dit toujours, moi, je garde le meilleur, c'est-à-dire l'artistique, et je lui laisse tout le reste qui m'emmerde furieusement. Voilà. Donc, je pense que c'est assez bien vu. Et comment tu te sens quand un de tes clients, justement, gagne le prix Renaudot, le prix Goncourt? Est-ce que tu partages le... Non, mais je suis super content parce que d'abord et surtout, c'est la reconnaissance par ses pairs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement, valorisant, heureux. Et il faut bien se dire... Plus que le succès commercial ? Généralement, avec les prix littéraires, ça va de pair. À quelques rarissimes exceptions près, le prix littéraire, je dirais, bonifie amplement les ventes d'un livre. Mais justement, c'est en cela que c'est intéressant, puisque aujourd'hui, la baguette de calcul est le verbe vendre. Donc, un livre qui est distingué, et quand on sait qu'une rentrée littéraire, c'est au minimum 500 ou 600 romans, les 5 qui obtiennent la timbale ou qui attrapent la queue du Mickey, ça veut dire quand même quelque chose. Et qu'est-ce que c'est en fait ta relation avec les auteurs une fois qu'ils sont avec toi? Comment ça se... Vous vous interagissez beaucoup ou il y a... Je crois que c'est un dialogue permanent qui passe par
les circuits habituels, le téléphone, la rencontre, le déjeuner, les soirées. Enfin, il y a certains clients avec lesquels tu te sens très proche, d'autres moins, d'autres qui ne souhaitent rien, d'autres qui souhaitent de la proximité. Il y a autant de cas de figure qu'il y a de personnes, il y a autant de cas de figure qu'il y a d'un ADN qui est ce qu'il est, quoi. Et est-ce que pour toi, il y a des gens il y a des choses rédhibitoires, des choses qui t'empêchent de travailler avec des gens? La mauvaise foi. La mauvaise foi. Oui, parce que dans mon métier, on voit quelque chose d'extrêmement profond chez les gens, et où tout de même, moi je me suis rendu compte dans l'exercice de mon métier au cours de ces 30 années, c'est que la relation à l'argent est extrêmement révélatrice d'une personnalité. C'est très curieux, mais c'est ma réalité quotidienne. Et donc, si je me retrouvais, Dieu merci, c'est rare, mais si je me retrouvais face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, parce que l'argent est un espèce de vecteur qui amène à d'autres aspects de la personnalité, tout d'un coup, ça rentre dans ma rubrique, la vie est trop courte. Et t'arrêtes, donc? J'arrête, je commence pas. Qu'est-ce que t'appelles être de mauvaise foi avec l'argent? Tu es trop jeune pour comprendre. Mais ce sont des gens qui sont faux, qui sont pas sincères. C'est finalement pas tant la mauvaise foi que l'insincérité, quoi. Il y a rien de plus beau que travailler avec des gens qui sont ou de côtoyer, c'est pas seulement travailler, c'est côtoyer des gens qui sont sincères sur le plan humain, sur le plan artistique. Et ça, curieusement, pas curieusement, je constate que ça finit toujours par payer, au propre et au figuré. C'est une question de long terme, c'est ça? J'ai la chance de représenter des auteurs depuis de très 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 nombreuses années. Je parlais de Pierre Assouline, ça fait peut-être maintenant 35 ans qu'on travaille ensemble, depuis New York. Ça, c'était vrai pour Philippe Dian, c'est vrai pour Emmanuel Carrère. D'autres ont disparu aujourd'hui, mais j'ai travaillé pendant 23 ans avec Alain Resnais. Je travaille depuis une quinzaine d'années avec Michael Haneke, avec Michel Houellebecq. Ça doit faire je sais pas, une vingtaine d'années. Enfin, j'ai pas les dates exactes en tête, mais enfin, c'est quelque part, c'est un long parcours, et c'est vrai également avec les metteurs en scène, comme je viens de le dire avec Michael Haneke, ou Pierre Jolivet, qui est un metteur en scène dans la tradition Julien Duvivier, pour moi. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais dont on découvrira l'ampleur et la signification de son travail dans peut-être, même s'il est reconnu aujourd'hui, mais pas de la même manière. Je pense que son œuvre se bonifiera avec le temps. Eh bien, c'est extrêmement plaisant, parce que quand tu travailles avec des gens pendant très longtemps comme ça, des artistes, tu as une mémoire de toute leur œuvre qui fait qu'il y a une complicité extrêmement forte. Et j'ai rencontré pas des gens avec lesquels j'étais moi personnellement impliqué, mais dont j'étais le témoin pour diverses raisons, que ce soit Albert Uderzo ou Charles Aznavour. Ce sont des gens qui ont gardé leur avocat ou leur manager ou leur représentant 30, 40 ans, 50 ans. Je sais qu'aux États-Unis, Jack Nicholson a le même agent depuis 50 ans. Ça montre aussi une certaine assurance en soi. Parce que pour parler des acteurs, par exemple, c'est tout à fait autre chose. Les acteurs exercent un métier qui est extrêmement dur, contrairement à ce que les gazettes pourraient nous faire croire. Qu'est-ce qui est dur? Ce qui est dur, c'est que tu vis dans l'incertitude. Tu n'es quelque part pas totalement maître de ton destin. Tu es tributaire du désir des autres, notamment de metteurs en scène ou des producteurs ou des financiers. Et donc, à partir de là, dès que tu as un coup de mou,
c'est comme toujours dans la nature humaine, plus simple de le reprocher aux autres qu'à soi-même. Donc les acteurs, eux, changent beaucoup plus souvent d'agents, de représentants, à quelques exceptions près. Je sais que Catherine Deneuve, Isabelle Huppert est avec le même agent depuis 25 ans. Juliette Binoche travaille avec elle depuis 25 ans. Je parlais de Jack Nicholson, je crois que c'est pareil pour Harrison Ford. Il y a quelques rarissimes exceptions, mais elles sont rarissimes. Je parle des acteurs. Hein. En fait, ton travail, il y a une grosse part de relationnel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dû travailler, sur lequel il a fallu que tu t'améliores, ou c'est quelque chose que tu avais, en fait, quand tu t'es lancé déjà? Je crois que... oui, tu as raison. Le relationnel est extrêmement important parce que quand tu fais un métier de service, tu fais donc un métier comme celui-là, tu fais un métier, c'est un peu comme les avocats. Mais à la différence près, c'est qu'un avocat, il tire un coup, si j'ose dire. En ce qui concerne le métier d'agent artistique ou agent littéraire, tu es sur le long run, comme disent les anglo-saxons. Donc, tu as une relation beaucoup plus profonde, et que c'est intéressant parce que tu as, grâce à tes interlocuteurs, la possibilité d'avoir l'esprit ouvert en permanence. C'est pas banal. Ça t'oblige à rester alerte, ça t'oblige à être curieux, ça t'oblige à découvrir des nouvelles choses, à apprendre, à être obligé d'apprendre, et c'est absolument, pour toutes ces raisons-là, absolument passionnant. Et ça nécessite une double compétence, en vérité, qui est une compétence d'un côté artistique, c'est-à-dire savoir juger, ou tout du moins apprécier un manuscrit ou un scénario, quand tu le lis et que ton ami, ton client, l'artiste que tu représentes te demande ton avis. Ceux qui te demandent pas l'avis, l'affaire est réglée. Mais quand on te demande ton avis, je veux dire, tu as une responsabilité. Parce que tout d'un coup, je sais que lorsque j'ai lu le manuscrit de l'Insouciance de Karine Thuil, je savais qu'elle attendait de moi quelque chose, enfin que mon avis allait être important. Donc ça, et pour répondre exactement à ta question, ça t'oblige donc à avoir un rapport aux autres qui est quelque part apaisé, parce que voilà. Comment ça? Non, apaisé dans le sens où la question n'est pas d'avoir raison, la question est d'être le plus, encourageant possible. Mais encourageant au bon sens du terme, ça ne veut pas dire être béni oui. Ça signifie que tes interlocuteurs doivent accepter, c'est une sorte de postulat de base, la critique que tu peux émettre, qui est une critique à volonté constructive et non pas destructive, comme c'est le cas lorsque je lis les exercices de style des journalistes dans la presse, qui t'exécutent un film ou un livre, alors que les gens qui ont essayé de le faire ont mis des années à le faire. Et je trouve ça particulièrement dégueulasse. Ça ne veut pas dire que monsieur journaliste, s'il lit un livre ou voit un film et qu'il ne l'aime pas, doit l'aimer. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que j'apprécie dans la presse anglo-saxonne, sérieuse, c'est qu'ils sont développés un certain nombre de thèmes d'appréciation sérieuse du travail qui a été fait par l'écrivain, le metteur en scène, les comédiens, etc. Et donc il y en a une relation qui est éclairante, qui donne, je dirais, le point de vue du film avant de donner celui des journalistes. Voilà. Dire qu'il y a une reconnaissance du travail qui a été fourni, quoi, a priori, avant de dire si on aime ou pas, c'est ça? Tu veux dire dans la presse anglo-saxonne? Ouais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui explique pourquoi il y a une différence comme ça selon toi? C'est un truc français? Oui, si tu veux, là on sort un peu de notre sujet initial, mais à la limite j'ai une petite légitimité à pouvoir parler de ça parce que j'ai écrit un livre sur un journal. On peut parler de tout, hein, sans. Non, mais ce que je veux dire, moi, je ne parlerai pas, si tu veux, de l'atome. C'est pas ma spécialité. Je connais rien. Oui, non, mais ça, c'est un des traits du caractère français d'avoir un avis sur tout alors que tu ne connais rien. Donc, je ne rentrerai pas dans cette caricature. Donc, je peux parler de ce que je connais. Je constate que lorsque le New York Times Book Review fait
fait des critiques sur les livres, c'est des critiques en 5-6 feuillets de 1500 signes, et que là, parfois des œuvres importantes dans le monde des livres, par exemple, qui est absolument consternant, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, ça n'a pas été toujours le cas à une époque, et ça ne sera peut-être plus le cas dans le futur, mais au jour où nous parlons, c'est-à-dire novembre 2017, je trouve ce supplément littéraire absolument consternant. Et consternant parce qu'il exécute des livres de manière, je dirais, peu honorable. On a parlé de l'importance du relationnel et du fait que c'était du long run, du long terme. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il y a des zones sur lesquelles tu as dû beaucoup travailler ou des zones sur lesquelles tu t'es amélioré justement à ce niveau-là? Je suis pas sûr de comprendre ta question là. Est-ce qu'il y a des zones pour être bon dans ce travail, pour être bon en tant qu'agent littéraire, est-ce qu'il y a des zones de ta personnalité que tu as dû vraiment particulièrement travailler? Je sais pas. Consciemment. Là, sincèrement, consciemment, non. Je pense que j'ai appris mon métier du mieux possible, parce que quand tu fais du droit d'auteur depuis 30 ans, que tu en as l'historique de simple mémoire, j'ai constaté que je le dis toute fausse modestie mise de côté, que je suis bien meilleur que certains avocats qui sont spécialistes du droit d'auteur. Bon, okay. Mais enfin en même temps, un avocat qui commence, il sort de l'école, il l'exerce. Ouais, bon, mais ça veut pas dire qu'il ne deviendra pas meilleur le temps passant. Mais enfin, il faut bien qu'il y ait des privilèges à prendre de l'âge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il y a une grosse partie de négociation aussi dans ton travail. Paradoxalement, c'est ce qui est de moins en temps, c'est ce qu'il y a de moins long. C'est-à-dire que justement, alors oui, pour répondre à ce que tu dis, c'est que tu apprends à ne plus bluffer, que ça ne sert à rien. Je veux dire, je pense que les gens me font confiance, enfin me font confiance, même si mes interlocuteurs ne sont pas nécessairement heureux de ce que je peux leur annoncer lorsque je demande une somme en faveur de tel ou tel artiste, mais en réalité, ils savent très bien que je tiens compte de ce que c'est que la réalité du terrain. Et donc, tu te mets dans leurs chaussures, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je sais de quoi il en retourne. C'est-à-dire, c'est pas à l'aveugle. Donc, pouvant ainsi, ayant ainsi, l'expérience du terrain, je sais que si je demande telle ou telle somme ou telle faveur ou privilège, eh bien, c'est justifié. Et comme tu disais, j'ai appris à ne pas bluffer. Enfin, je ne bluffe pas. Parce qu'en fait, de base, tu penses que les gens vont avoir tendance à bluffer en négociation? Oui, surtout en production cinéma, parce que... Je dis ça pour tous les gens qui pourraient être amenés dans leur parcours, dans leur travail, à négocier, justement. Écoute, moi, je ne peux parler que dans ce que je connais, comme je le disais, c'est-à-dire les métiers de l'édition et du cinéma et de la télévision. Je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'on vend et on achète des avions ou des bateaux, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que quand quelqu'un te raconte des cracks, tu le vois arriver de très loin quand tu as de l'expérience. Donc, tu te dis, c'est tellement nul que j'ai pas envie de faire la même chose. C'est tout ce que je dis. C'est pas autrement. C'est que quand quelqu'un est, face à toi déraisonnable, j'ai suffisamment d'arguments pour le voir venir, disons, quoi. Voilà. Et donc, j'essaie, autant que faire se peut, de faire grâce de cette attitude-là à mes interlocuteurs. D'accord. Parce que, est-ce que tu penses que un jeune auteur qui écrirait son premier roman, qui voudrait se lancer, est-ce qu'il faudrait qu'il aille voir un agent, justement, ou est-ce que c'est pas utile pour lui? En tous les cas, il y a une chose que je peux dire, c'est que je ne suis pas la bonne adresse. Pourquoi? C'est parce que c'est un phénomène de génération. C'est un métier très générationnel. C'est-à-dire que moi, j'ai représenté des jeunes auteurs, comme Emmanuel Carrère. Je le représente depuis finalement son premier livre. Je l'ai rencontré, il venait de publier, enfin son second livre qui était Hors d'atteinte. Donc quand je dis ça, c'est que on grandit avec les artistes que l'on représente et on se retrouve peu ou prou dans une tranche d'âge proche. Allez, je vais dire à 20 ans près. Il y a beaucoup d'agents littéraires aujourd'hui qui
qui émergent. D'ailleurs, on a créé un syndicat il y a pas très longtemps qui s'appelle l'Alliance des agents littéraires français, au sein d'un autre syndicat qui s'appelle le Syndicat français des agents artistiques et littéraires. Et il y a plein de boutiques, si je puis dire, où on peut se présenter et je pense faire du bon boulot. Et après, c'est une question de rencontre. Faut aussi qu'on se sente bien avec la personne que l'on rencontre. Donc tu vas pas faire toi de dénichage de talent, par exemple, comme pourrait faire. Si, quand je t'ai cité tout à l'heure l'exemple d'Olivier Guèze, bon, il est un peu plus âgé. Quand je dis jeune auteur, on pense toujours à un jeune auteur qui a 25 ans. Mais Olivier doit avoir 45 ans, je crois. On n'est pas de la même génération, mais on est assez proches. Je veux dire, c'est un jeune auteur. Hein. Je veux dire, il avait publié 2 livres, hein, c'est tout. Donc, je vais pas. Je veux dire, il sort près de 1200 romans par an. Donc j'ai que 2 bras, hein. Je veux dire, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc je peux pas. Ça m'est déjà arrivé. Je peux pas représenter tout le monde. Non, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé que dans un débat au salon du livre, on me reproche de pas représenter des jeunes auteurs. J'ai donné la réponse que je viens de te faire. J'ai représenté des jeunes auteurs quand moi-même j'étais jeune agent. Est-ce que c'est devenu un réflexe pour des jeunes auteurs d'aller voir des agents, ou est-ce que ça l'est toujours pas? Non, je pense que, alors, si on regarde les chiffres, non, c'est pas un réflexe. C'est la masse de livres publiés en France. Ceux qui ont un représentant, c'est un nombre très infinitésimal. Je veux dire, donc il faut rester lucide. Mais je pense que c'est une lame de fond qui voilà. Après, si un auteur est sûr de son talent, etc., aucun éditeur ne refusera un bon texte parce qu'un auteur est représenté par un agent. Ça, c'est de la fiction. Mais du coup, mettons que moi je veux sortir un premier roman. Est-ce que tu penses que c'est plus utile pour moi d'aller voir un agent ou est-ce que c'est... Mais je peux pas te répondre à cette question. C'est toi qui dois être capable de répondre à cette question. Quand je dis ça, est-ce que tu es habité par cette volonté qui serait une vocation? Est-ce que tu es certain que ce sera quelque chose que tu veux faire pour toute ta vie? Parce que c'est ça, les vrais écrivains. Ce sont des gens qui se mettent en danger. Les métiers les métiers artistiques, c'est pas forcément les plus faciles. On peut avoir un talent fou et ne jamais réussir aussi, hélas. Donc, on peut aussi réussir. Donc, c'est un espèce de dosage entre, je dirais, une force intérieure, le talent, la volonté, être une tête brûlée. Enfin, c'est tout un espèce de patchwork qui fait qu'on sent ça dans ses tripes. Et on peut, pour des raisons X ou Y, ne pas vouloir vivre ce que peut-être pourrait être l'humiliation de soumettre des manuscrits à des éditeurs et d'attendre 107 ans qu'ils répondent. Et comme généralement le mec qui répond au manuscrit, c'est le gars qui est au plus bas de l'échelle dans la maison d'édition, parce que au-delà de l'aspect folklorique des grands comités de lecture qui ont le temps d'examiner la pile des manuscrits non sollicités comme moi, de dire la messe en latin. Donc voilà, je veux dire. Et petite question justement, puisque c'est le cas et qu'il y a beaucoup trop de trucs pour qu'on puisse tout lire quand on est éditeur, si on est jeune auteur, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de contourner un peu ça, ou en tout cas d'être lu au moins? Non, alors ne soyons pas injustes. Les grandes maisons d'édition littéraire ont des gens qui sont commis à la lecture des manuscrits. Non, attends, il faut pas non plus. Mais en même temps, les éditeurs, quand ils t'en parlent, t'as l'impression qu'ils font un métier héroïque. Ils font leur boulot. Ça m'a toujours épaté que les éditeurs expliquent que ça leur coûtait cher. Je veux dire, c'est comme la recherche dans le domaine scientifique. C'est-à-dire, ils recherchent des nouveaux talents. Et puis, un jeune auteur, il y en a eu un chez Grasset, il a fait un livre qui a eu un succès monstrueux, il s'appelle Gaël Faye, je crois que c'était son premier roman, il en a vendu 400 000 exemplaires. Voilà, je veux dire, so what, quoi. Je veux dire, les mecs font leur boulot. C'est pas des héros pour autant, quoi. T'as des bons rapports avec les milieux de l'édition, ou oui, ça c'est... Oui. Parce que quand je faisais mes recherches sur toi, j'avais le sentiment qu'à une époque, il y avait un rapport un peu conflictuel. Pas un peu, très conflictuel, mais là maintenant ça s'est calmé parce que là je connais à peu près tous les dirigeants de maisons d'édition parce qu'on a grandi ensemble. Hein, je les connais certains depuis 30 ans. Hein, je veux dire, donc voilà.
Alors, pour cela, je bénéficie, hélas, d'un statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire que, étant donné que je suis en piste depuis longtemps, eh bien évidemment, je veux dire, ma voix porte plus loin que celle d'un gens qui ouvrirait boutique aujourd'hui. Mais bon, ça c'est, j'ai vécu les affres de l'incertitude à l'époque. Dieu merci, c'est pas toujours le cas. Ce n'est plus le cas. Il y en a beaucoup maintenant des agents comme toi. Oui, le syndicat comporte une centaine d'agents artistiques et littéraires. Alors il y en a qui sont plus spécialisés pour les comédiens, d'autres qui sont plus spécialisés pour les scénaristes, d'autres pour les droits étrangers des livres. Enfin, il y a une variété terrible, hein. Parce que toi, tu t'es diversifié, c'était par opportunité, parce que tu rencontrais des personnes. C'est les hasards de la vie. C'est les hasards de la vie. Il y a rien eu de prémédité. Les choses se sont faites par capillarité. D'abord New York, parce que un jour je mâchonnais un crayon dans la bibliothèque de l'université de Columbus dans l'Ohio. On disait pourquoi pas monter une agence. Ensuite l'agence à New York, tout le monde était contre. Dieu merci, j'y suis arrivé. Ensuite, il faut que je rentre en France parce que c'est difficile de rester dans un pays étranger dont même si je maîtrise la langue, il faut savoir le lire et l'écrire à la perfection, surtout dans le métier que je voulais faire. Donc je suis rentré, j'ai trouvé un moyen de pas me faire écrabouiller en rentrant chez Armedia. Après, j'ai fondé mon agence. En rentrant chez Armedia, j'ai découvert les métiers du cinéma. Puis après, ceux qui m'aimaient m'ont suivi. J'ai monté Intertalent. Après, je me suis associé avec un autre gars. Voilà, il y a rien de prémédité. Je me suis pas levé un matin en disant je ferai ci, ça, comme ça. Il y a strictement, je ne sais même pas comment on fait un business plan. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment on lit un bilan, hein, pour te rassurer. Et c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast où on a toujours tout ce qu'on lit, c'est qu'il faut faire beaucoup de plans, planifier sa vie professionnelle. Et en fait, à chaque fois que je parle à quelqu'un, il me dit tout est arrivé comme ça, les événements à la suite les uns des autres, quoi. Oui, mais attention, il faut de la volonté. Il faut savoir où on veut aller. Où on veut aller. Ce que l'on aime faire et vouloir le faire. Alors après, la vie te réserve des bonnes et des mauvaises surprises, hein. Je peux pas dire que tout a été un lit de roses et de miel et que tout a été facile. Ça a même été à certains moments extrêmement difficile et dur. C'était quel moment? Au moment où j'ai quitté Armedia parce qu'ils étaient pas joyeux de me voir partir, surtout avec tous mes clients. Quand j'ai ouvert boutique en France, de se faire harponner par des gens qui t'en voulaient alors que tu ne savais même pas qui c'était. Moi, je débarque de nulle part. Je ne suis le fils de personne, donc je veux dire, fallait se les cogner, les gars. Hein. Et comment parce que t'étais seul en fait, toi, à ce moment-là. Comment t'as fait pour te les cogner justement? Parce que ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ils te cognent et tu les cognes. Faut pas avoir peur. Tu réponds quoi? Il faut parce que il y a aucune raison. Enfin, franchement, je vois pas pourquoi j'accepterais voilà. Je veux dire. Parce qu'à un moment, on se dit, ça paraît difficile, quoi, quand t'es seul et que tout le reste de la place, on dirait qu'ils veulent pas de toi. Oui, mais c'est pas vrai parce que c'est pas parce que la majorité qui crie et bugle que c'est elle qui a raison. C'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs, hein, on peut. Donc, je dirais, on nous a expliqué que le code du travail était un coup d'État, là récemment, que Macron qui a édicté un certain nombre de nouvelles règles dans le code du travail, qui sont pas bien méchantes, hein, si on y réfléchit. C'était un coup d'État social. Pour que s'il y ait un coup d'État, c'est que quelqu'un a pris le pouvoir par effraction. Le mec a été élu avec 66% et la nation française lui a donné la quasi-totalité à l'Assemblée nationale. Je veux dire, ça exprime quand même une volonté. Et tu vois, et donc c'est pas parce que Mélenchon gueule que les gens sont descendus dans la rue. Il y a eu 20 000 pelés et 3 tondus et il y a eu 64 millions et 985 000 qui ne sont pas allés. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, donc pour ramener à proportion et ne pas partir dans les tours, c'est exactement le même principe. C'est pas parce que des gens te rentrent dedans, mais le problème, c'est qu'il faut savoir encaisser. Ah oui, ça, faut savoir encaisser.
Ça s'apprend avec le temps, ou c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas? Non, ça on l'a. Hein. On l'a. Je veux dire, mais aujourd'hui, la situation n'est plus aussi difficile et dramatique. Hein. Je vois tous ceux qui ouvrent boutique, ils sont pas dans une situation où ils sont débinés, je dirais violemment, comme ce fut mon cas à l'époque. Non, c'est pas. Et toi, maintenant que t'as eu des auteurs t'as eu des prix Goncourt, que t'as des acteurs qui ont eu des Oscars, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent encore envie, que t'as l'impression que t'as pas encore fait, ou tu continues à avancer avec ce que t'as? C'est pas un objectif, parce que c'est pas moi qui le reçois, l'Oscar. Moi, je suis fier de représenter des artistes qui ont eu des Oscars. J'en ai eu 3. Binoche, Michael Haneke et Alexandre Desplat. Voilà, je suis content, mais c'est pas ça mon quotidien. Mon quotidien, c'est de travailler avec ces gens-là, de leur fournir les meilleurs conseils possibles, que ce soit pour leur carrière, pour les interrogations qu'ils peuvent avoir, pour les textes qu'ils peuvent écrire, les interprétations qu'ils peuvent faire. Et puis c'est ça mon quotidien, hein. C'est, je veux dire, aller aux Oscars à Cannes ou je ne sais où, ou à Drouan pour le Goncourt, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et comment, du coup, ça c'est une question que je me pose pas mal en fait en ce moment. Comment tu mesures, comment est-ce que tu te sens satisfait ou pas de ton travail et de comment les choses vont? Inévitablement, tu te sens satisfait quand le public est au rendez-vous. C'est-à-dire que les gens aiment ce que la personne que tu as défendue a fait. J'ai eu mais si tu veux, c'est aussi, hélas, pas toujours le cas. Par exemple, je représente un metteur en scène qui s'appelle Nicolas Saada. Je suis très fier de travailler avec lui. C'est quelqu'un d'important et il a fait un film sur lequel j'ai beaucoup accompagné qui s'appelle Taj Mahal, qui a été tourné en Inde, etc. Le film n'a pas reçu l'accueil qu'il méritait. Il a pas marché, comme on dit. Mais je suis très fier d'y avoir participé. Bon, c'était une déception, mais je veux dire, c'est comme dans le cinéma, hein, je veux dire, les films qui marchent sont l'exception. En règle générale, ils ne marchent pas tous. Ouais, donc en fait, ta satisfaction n'est pas complètement non plus dépendante du succès commercial, parce que tu peux avoir des gens très très bons et qui font un truc qui marche pas, ça. Non, par exemple, là, j'ai accompagné le dernier film de Roman Polanski. Je lui ai présenté le roman de Delphine de Vigan que je représente. Il cherchait un scénariste. Je lui ai présenté Olivier Assayas que je représente. Et puis, il a pris Emmanuel Seigné, certes il ne devait pas aller la chercher loin, que je représente, et il a embauché pour faire la musique Alexandre Desplat que je le représente. Tout ce travail n'a pas produit grand-chose, puisqu'on était dans la bagnole en train de rouler, et on s'est tapé un arbre sur le bord de la route qui s'appelait Harvey Weinstein. On pouvait pas le prévoir, hein, je veux dire. Donc voilà. Pour autant, le film, aujourd'hui, il est dans un brouillard total. Un jour venu, les gens regarderont le film hors toute passion. Donc il y a aussi un élément de patience, en fait. Oui, mais si tu veux, le plus important, c'est que le film se monte. Je veux dire, parfois, et c'est souvent le cas, par exemple sur Timbuktu de Abderrahmane Sissako, le film a eu beaucoup de mal à se monter. Il s'est fait avec très peu d'argent, hein. Je crois que c'est, si ma mémoire bonne, 2,3 millions, tout le film. Il a été sélectionné à Cannes, il a représenté la Mauritanie aux Oscars, il a remporté 8 ou 9 Césars, dont meilleur film, meilleur metteur en scène, si ma mémoire est bonne. Là, je dis peut-être une ânerie. Enfin, tu vois, je veux dire, il a eu un succès en salle extraordinaire. Il a fait 1,3 million entrées. D'habitude, un film qui est financé à 2,3 millions entrées, 2,3 millions, pardon. On est heureux s'il fait 200 000 ou 220 000 entrées France. Là, il a fait 6 fois plus, quoi. Donc il y a quand même une grande part de hasard dans tout ça. Je veux dire, donc il n'y a pas de choses préconçues, prédestinées, pré-ci, pré-ça. Ça se fait comme ça se fait. On parlait tout à l'heure du rapport à l'argent. C'est quoi, toi, ton rapport à l'argent, justement?
Mon rapport à l'argent, c'est un peu comme si tu me demandais quel est mon rapport au sang dans mon corps. C'est tout. Je veux dire, l'argent est un véhicule nécessaire dans les rapports en société. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Alors peut-être que les bitcoins changeront la donne. Tu t'y intéresses? Ou les téléphones portables où on payera en numérique, mais pour l'instant, c'est comme ça. T'as mis le nez dedans dans les bitcoins ou pas? Non, j'ai pas. Vu que t'es agent littéraire, quel est toi le livre que tu as le plus offert? Le plus offert? Ouais. Alors dans les dernières années, c'est un livre qui s'appelle L'homme qui aimait les chiens de j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est horrible. C'est un auteur cubain. Ouais, moi j'ai dit Interflora au début de l'interview alors. Voilà, L'homme qui aimait les chiens. L'homme qui aimait les chiens. Chez Anne-Marie Métayer. Et tu regardes beaucoup de cinéma encore? Oui, bien sûr. Tu sais, quand tu reçois la boîte des Césars, il y en a 140, donc il vaut mieux. Enfin, remarque, c'est des séances de rattrapage généralement. Ça permet de rattraper les films qu'on n'a pas vus. Un film alors que t'as beaucoup. Leonardo Padura. L'auteur? L'auteur de L'homme qui aimait les chiens. Non, qui n'aimait pas les chiens, t'as dit, non? L'homme qui aimait les chiens. De Leonardo Padura. Si j'ai dit autre chose, c'est une erreur. Ouais, c'est tellement. C'est un livre qui raconte la traque de Léon Trotsky à travers le monde, avec des retours en arrière sur la guerre civile espagnole. C'est un livre brillantissime, qui est sorti il y a 3 ou 4, 5 ans chez Anne-Marie Métayer, et d'un auteur cubain qui est un auteur de policier d'habitude. Je mettrai ce livre dans les références. Et un film que tu recommandes beaucoup? Là, c'est beaucoup plus difficile parce que j'en ai cité plusieurs et les films, c'est toujours un peu, c'est comme les enfants. Le dernier sorti, c'est l'enfant chéri, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une grande fierté d'avoir accompagné Roman Polanski pour d'après une histoire vraie. On va finir, il reste 2 questions. Première, c'est quel est quelque chose que beaucoup de gens disent de toi qui, à ton avis, n'est pas vrai? Que je suis dur. Les gens confondent la lucidité et la dureté. C'est pas du tout la même chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'élément révélateur qu'est le rapport à l'argent. Et donc, j'essaie de faire mon métier sans y introduire d'affect. C'est d'ailleurs pour ça que, curieusement, quand j'essaie de me souvenir quel est le deal que j'ai fait pour tel ou tel talent, je ne m'en souviens pas. Parce que, fondamentalement, ça m'intéresse moins que le rapport artistique, voire culturel, que je peux avoir avec les gens que je représente. Eux, évidemment, attendent pas seulement ça, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que je peux être le meilleur possible. Et donc, c'est une fausse dureté puisque c'est plus une situation qui serait proche de celle de Robin des Bois, parfois. C'est-à-dire prendre aux riches pour donner aux pauvres. Même si on peut pas dire que tous les artistes soient pauvres, loin de là. Et dernière question, c'est si tu pouvais revenir dans le temps à tes 30 ans, quel conseil tu te donnerais? Peut-être choisir un autre métier et être entraîneur d'une équipe de football. C'était ton métier rêvé? Non, pas du tout, mais si tu veux, ça fait partie des... Tu sais, c'est des choses qu'on se dit, j'aurais bien aimé faire ça, c'est marrant, ou ça doit pas être marrant du tout, parce qu'ils sont virés tout le temps. Tout le temps, ouais. Oui, mais bon, quand on se compare aux meilleurs, on pense aux meilleurs, hein. On pense pas forcément à ceux qui se font virer ou qui jouent en division 2, pour ne pas dire en national. Oui, c'est ça, c'est de se dire j'aurais bien aimé faire ça, ou j'aurais bien aimé être anthropologue, ou etc. Mais ça c'est le truc classique de... Oui, voilà, c'est les rêves d'enfant. Eh bien, merci beaucoup, François Samuelsson, d'être venu sur Nouvelle École. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui veulent en savoir plus? Ils vont sur le site du SFAL et de l'ALF, l'association des agents littéraires français. En cherchant sur Internet, on doit trouver l'adresse mail, etc. Et ainsi, ils peuvent avoir accès
à un pool d'une centaine d'agents artistiques et littéraires qui officient et peuvent les aider. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!